14 heures. Je vous propose de commencer donc ce webinaire qui est dédié à l'apprentissage en Pays de la Loire. Je suis Marie Siffer, je suis chargée de la base offre du Carrefour-F et je vous présente du coup notre intervenant aujourd'hui. Manuel Klotz, je suis directeur adjoint du travail, référent régional en charge de l'accompagnement de la réforme de l'apprentissage à la directe des Pays de la Loire. Je vous propose de commencer par quelques chiffres clés sur l'apprentissage en Pays de la Loire. Des données relativement simples, mais qui marquent effectivement et qui mettent en évidence l'importance de la réforme et de ses effets. En 2019, nous avons à ce jour 24 500 contrats presque d'apprentissage enregistrés. C'est près de 4 000 contrats supplémentaires par rapport à la même période en 2018. Une augmentation de 19% des effectifs, des entrées en apprentissage d'un côté. Et de l'autre côté, on l'abordera un peu plus tard, nous avons 51 nouveaux centres de formation d'apprentis qui viennent de s'ajouter aux 54 qui existaient. C'est-à-dire qu'on a presque multiplié par 2 le nombre d'organismes de formation en apprentissage en région des Pays de la Loire depuis la réforme. Donc on va prendre un temps pour revenir sur les grandes lignes de la réforme de l'apprentissage et on vous proposera à l'issue de cette première partie de poser vos questions sur le sujet. Alors, concernant la réforme de l'apprentissage, elle s'inscrit dans la loi du 5 septembre 2018 dans le cadre de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi, elle chamboule toute la formation professionnelle et l'apprentissage notamment. Dans ce cadre, il y a effectivement plusieurs articles de la loi qui impactent tout le mode de gouvernance, de financement et de mise en œuvre des politiques habituelles de l'apprentissage en la matière. La première nouveauté, ou la principale réforme, c'est d'abord un changement de gouvernance. Par le passé, c'était les régions qui avaient compétence en matière de formation en apprentissage. Elles déterminaient quels étaient les centres de formation qui pouvaient former à l'apprentissage, déterminaient les actions, les titres et les diplômes qui en relevaient, et le nombre de places qui allaient avec. Cette compétence a été transférée au 1er janvier aux branches professionnelles qui, et on le verra un peu plus tard dans le cadre des modalités de financement, déterminent quels sont les titres et les diplômes qu'elle veut mettre en œuvre et quel coût et quelle prise en charge elle veut bien assurer. Donc une gouvernance qui change et un pilotage en lien avec les branches professionnelles au niveau national avec la création d'une entité qui s'appelle France Compétences. C'est elle qui récolte les fonds de la taxe d'apprentissage au niveau national. Alors ces fonds sont collectés en 2020 par les OPCO et par la suite le seront par l'URSSAF. Ces fonds alimentent donc France Compétences et sur la base des relations qu'elle a avec les OPCO, on y viendra après, qui remplacent les OPCA, les organismes, les opérateurs de compétences, elle attribue des volumes financiers pour permettre le déploiement et le développement de l'apprentissage sur les territoires en réponse, idéalement, et c'est l'objet de la réforme, aux besoins des entreprises. Alors, une nouvelle gouvernance et puis surtout des nouvelles modalités. On était hier dans un cadre réglementé de l'apprentissage, on l'a dit, on l'a vu avec le conseil régional qui pilotait. Aujourd'hui, derrière l'apprentissage, il y a un pari. C'est de dire qu'en fait, l'apprentissage, c'est la voie d'excellence vers l'emploi, d'une part. Mais de l'autre côté, en France, et là les derniers chiffres de ce matin le montrent, on a un taux de chômage qui diminue fortement, et en région des Pays de la Loire, il est encore plus faible qu'au niveau national, puisqu'on est à près de 7%, avec des territoires et des bassins d'emploi à l'aune de 4,2% de taux de chômage, comme pour les herbiers, ou un peu plus sur Ancenis ou d'autres encore. L'idée, c'est de dire, si on développe l'apprentissage, on développera systématiquement le nombre d'apprentis. En développant le nombre d'apprentis, et c'est un des mots dont on souffre en France quand on fait des études, on développera les compétences des publics. En développant les compétences, on va limiter le risque d'accès et de passage à Pôle emploi, ou si passage il y a, un temps réduit, un temps qui doit permettre de rebondir. Et en augmentant ces compétences et en augmentant le nombre de personnes qui ont des compétences, on doit pouvoir répondre de facto aux besoins des entreprises. Et c'est aujourd'hui, malgré encore un taux de chômage qui est faible mais important, on a des vraies tensions sur le marché du travail et une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc l'apprentissage
et des outils qui est utilisé à cette fin. Pour ce faire, donc on a libéralisé l'offre de formation, on a mis fin à cette espèce de numerus clausus qui existait de facto, en permettant à n'importe quel organisme de formation de pouvoir devenir un centre de formation d'apprentis, puisque tout organisme de formation qui forme à l'apprentissage s'appelle CFA. Dans les faits, nous avons aujourd'hui 3 catégories de CFA. Les CFA historiques, les 54 que nous avions en région des Pays de la Loire avec un niveau de qualité qui a fait ses preuves. Les 51 nouveaux que nous avons. Et potentiellement, la loi le permet, des entreprises qui peuvent créer leur propre centre de formation d'apprentis. L'idée étant que si elles ont des besoins, si elles ont la capacité, les plateaux techniques, qu'elles puissent elles-mêmes mettre en œuvre les outils nécessaires à la dispense des formations dont elles ont besoin. Alors en la matière, en région des Pays de la Loire, nous n'avons encore à ce jour aucun centre de formation d'apprentis. Sur la libéralisation de l'offre, c'est une loi qui donc casse beaucoup de canevas réglementaires que nous avions, et même sur le processus administratif, le processus administratif pour devenir CFA est devenu très simple. Aujourd'hui, un organisme de formation qui veut devenir CFA doit, modifier ses statuts pour indiquer dans ces derniers qu'il forme à l'apprentissage, écrire un courrier au service régional de contrôle de la Directe en indiquant qu'il formera à l'apprentissage, sans préciser, et ça c'est un point qu'il faut qu'on aborde après, quelles actions de formation il va mettre en place, et adresser conjointement le modèle de convention de formation qu'il souhaite mettre en place avec les entreprises. Une fois ces 3 documents reçus par le service régional de contrôle, on actualise le numéro de déclaration d'activité de l'organisme de formation s'il en avait déjà un. Il ne change pas, mais il est indiqué qu'il forme à l'apprentissage. S'il n'en avait pas, on lui en donne un. Et la formalité est simple, il n'y a pas d'autre démarche à faire. Pour les entreprises, parce qu'il y a une particularité, ils n'ont même pas besoin de modifier leur statut. Donc, une modalité relativement simple, un organisme de formation peut devenir CFA assez facilement, mais on y viendra après, et c'est important de le préciser d'ores et déjà, être CFA, c'est pas être un organisme de formation lambda. Un organisme de formation, dans son activité, reçoit les stagiaires, les apprenants, les forme, et une fois que le face-à-face pédagogique s'est déroulé, il a terminé son travail. Être CFA, c'est un sacerdoce. C'est globalement une approche globale de l'apprenti. Je suis CFA, je dois m'occuper du jeune, et le jeune, on y viendra après, c'est un public 16-29, qui a l'intention de passer le seuil de ma porte pour se former en apprentissage, mettre en place tous les dispositifs qui vont bien pour lui permettre d'acquérir la qualification qui est visée, les relations avec l'entreprise, mais également l'accompagner dans la résolution de ses difficultés périphériques, essayer de développer, et on y viendra, l'accès à l'apprentissage pour les personnes handicapées, favoriser l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire de permettre à des femmes de rentrer dans des métiers qui sont réservés traditionnellement aux hommes et inversement, parce qu'il y en a aussi des métiers qui sont réservés traditionnellement aux femmes, à tort. C'est aussi permettre aux jeunes des quartiers comme des zones rurales de pouvoir accéder à la formation. Et donc le CFA a ces obligations-là, entre autres, mais vous l'aurez dans le PowerPoint, un CFA a 14 missions, 14 obligations, et elles figurent dans le code du travail. Donc, être CFA, c'est pas n'importe quoi. On a libéralisé, mais on veut une formation qui soit de qualité. Et par ailleurs, je l'aborde d'ores et déjà, un CFA aura l'obligation, s'il est nouveau, d'être certifié. C'est la démarche Calliope, d'ici le 31 décembre de cette année pour un nouveau, et pour la fin de l'année prochaine pour les CFA qui sont dits historiques. Et cette démarche, elle est lourde, malgré tout, parce que on veut pouvoir s'assurer que les jeunes ont toutes les chances de pouvoir avoir une formation de qualité. Et donc, il y a quelque chose comme 7 indicateurs et 32 items à pouvoir justifier. C'est une démarche globalement ISO où on écrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on écrit dans toute la démarche. Voilà. Donc, libéralisation de l'offre, ce qui permet de pouvoir avoir ces chiffres que je vous ai indiqués, avec une particularité en Pays de la Loire. On avait un conseil régional qui était très dynamique, qui avait mis en place le Grenelle de l'apprentissage en 2015. C'est 25% d'apprentis en plus sur les 4 années qui ont suivi.
cette réforme en Pays de la Loire est venue amplifier le dynamisme que le Conseil régional des Pays de la Loire avait su mettre en place. On peut peut-être éventuellement prendre un temps si vous avez des questions sur ces premiers éléments. N'hésitez pas à les poser dans la partie conversation et on pourra vous répondre. Pour répondre à Morgane sur l'alimentation de Parcoursup pour les nouveaux CFA, donc le réseau des Cariforef travaille conjointement avec l'enquête flash, donc la mission Ouzel, pour l'alimentation de Parcoursup. Donc actuellement, on n'a pas de date pour cette alimentation. A priori, ça devrait être courant février, mais les éléments seront communiqués aux organismes de formation par mail. Je profite et je rebondis sur cette question. Oui. Du fait de la réforme, par contre, et du transfert de la compétence des conseils régionaux vers les branches professionnelles, on a perdu quelque chose qui est un enjeu majeur. Nous avons perdu la carte de l'offre des formations. Hier, dans chaque région, nous savions quels étaient les centres de formation, nous savions quels étaient les titres et les diplômes qui étaient mis en place et sur quel territoire, ainsi que le nombre de places qui étaient à faire. Donc, comme je vous l'ai dit, le processus en la matière pour devenir CFA a été largement simplifié. Nous n'avons pas cette visibilité-là et il n'y a pas d'obligation. Néanmoins, et ça fait le lien avec Parcoursup, nous avons besoin de ce retour. Quand je dis nous, c'est vous déjà, pour une question de sourcing, d'orientation des publics. Mais l'éducation nationale en a aussi besoin avec les CIO et tout le monde d'accompagnement pour pouvoir informer les jeunes et leurs parents sur les possibilités qui existent. Le service public de l'emploi en a besoin, le conseil régional en a besoin parce qu'il est responsable aussi de l'information sur l'orientation. Donc nous avons besoin de cette carte de l'offre en apprentissage. Aussi en Pays de la Loire, nous demandons à tout nouveau centre de formation d'apprentis, une fois qu'il a son numéro de déclaration d'activité actualisé, de prendre contact avec le Cariforef pour pouvoir préalablement à l'ouverture d'une session d'apprentissage, indiquer effectivement quelles actions de formation il va mettre en place, combien de personnes, ou pour que nous puissions disposer de cette information et la diffuser le plus largement possible, soit déjà dans Parcoursup, mais par les autres outils. Sachez par ailleurs qu'il y a un travail qui est réalisé au niveau national, parce que s'il y a Parcoursup, ça c'est pour les élèves de terminale et ceux qui sont sortis du lycée, mais il y a aussi Affelnet. Affelnet, c'est le Parcoursup des... Alors c'est pas la bonne formulation, mais ça donne l'image, pour les troisièmes et les secondes. Donc il est important aussi que nous puissions mettre cette information à disposition de l'éducation nationale et des jeunes, ainsi que des parents, pour les jeunes qui sont en troisième, en seconde ou en première et qui voudraient s'orienter vers l'apprentissage. Donc effectivement, au niveau du Cariforef, si vous avez l'autorisation de dispenser de l'offre en apprentissage, n'hésitez pas à revenir vers nous, puisqu'en fait, vous avez la possibilité de saisir cette offre sur la plateforme Sophie, et donc ce sera bien tagué apprentissage, et cette offre sera visible donc sur le site Choisir mon métier et Pro Choisir mon métier. Alors, je continue? Oui, il n'y a pas de question, donc on va pouvoir continuer. Sur toujours les grands principes qui sous-tendent la réforme, donc une libéralisation de l'offre. Je rappelle que le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, on y reviendra, qui forme à des titres et à des diplômes. Attention, c'est une différence qui est importante avec le contrat pro. Le contrat pro peut également faire des CQP, des certificats de qualification professionnelle, ce que ne permet pas de faire le contrat d'apprentissage. Mais au-delà de la libéralisation, il y a des modalités d'accès qui ont été largement revues. Le contrat d'apprentissage, l'apprentissage hier faisait partie de la formation initiale. Il s'adressait à des jeunes qui sortaient du système scolaire et qui restaient dans le système scolaire. C'est fini. Aujourd'hui, l'apprentissage n'est plus vraiment dans la formation initiale, bien qu'il y a des restes et ce sacerdoce en fait partie, c'est justement cette exigence de qualité. Mais le contrat d'apprentissage s'adresse à un public de 16 à 29 ans, quelle que soit la qualité et le statut de cette personne, hormis salarié, bien qu'il peut suspendre son contrat de travail. Donc 16-29 ans, des dérogations d'ores et déjà, aussi pour les mentionner. Un jeune de moins de 16 ans, qui a 15 ans, qui a terminé sa troisième, peut rentrer
en centre de formation d'apprentissage lorsqu'il a terminé son obligation scolaire, donc fin de troisième, d'ores et déjà. Donc on a ces petites exceptions en amont. Et au-delà de 29 ans, il y a 3 exceptions. La première, elle concerne les personnes reconnues travailleurs handicapés. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et c'est un des enjeux forts aussi de cette réforme, c'est de vouloir permettre un accès renforcé et plus important des personnes handicapées à l'apprentissage. Les employeurs ont une obligation d'embauche de travailleurs handicapés de 6%. Alors on n'y est pas au niveau national, mais quoi qu'il en soit, on est près de 4,5%. En matière d'apprentissage, les données sont presque risibles. On est à 0,5% de personnes reconnues travailleurs handicapés parmi tous les effectifs en apprentissage au niveau national. À ce titre, Pays de la Loire, même si on n'est pas encore à 6%, on représente 25% des personnes reconnues travailleurs handicapés en situation d'apprentissage au niveau national. C'est assez exceptionnel et il faut le souligner, mais il faut développer encore cette information. Il y a des compétences, les talents sont partout et il faut casser l'image que l'on peut avoir du handicap et donc pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Deuxième dérogation au-delà de 29 ans, dans certaines professions, il y a une obligation, lorsqu'on veut se mettre à son compte, de disposer d'une qualification professionnelle. Par exemple, pour être fleuriste, il faut avoir le CAP. Idem pour coiffure. J'en passe, il y en a d'autres. Pour les personnes qui auraient un projet de création de leur propre activité abouti, mais qui n'auraient pas la qualification, il est possible de rentrer en apprentissage sans limite d'âge. Enfin, dernier cas, la poursuite de parcours. On peut imaginer la situation d'un jeune qui à 20 ans est sorti du système scolaire, a travaillé avec ses qualifications, pas un très haut niveau, mais travaille, et puis le temps venant, se dit j'aimerais bien monter en compétences, monter en niveau de qualification, et à 28 ans, imaginons, décide de faire un bac pro. Il termine son bac pro à 30 ans, et alors qu'il avait l'envie de faire un BTS derrière, il est possible, même s'il a dépassé l'âge des 30 ans, parce que ça se poursuit, parce qu'on était dans un contrat d'apprentissage avant et qu'on va en mettre un nouveau, même s'il n'est pas chez le même employeur, on peut poursuivre en apprentissage au-delà de 29 ans, lorsqu'on est dans une logique de parcours. Donc on a élargi le public à qui cela s'adressait. Autre nouveauté qui est majeure, et c'est pour ça qu'on sort de la formation initiale, on le disait auparavant, en juin les élèves sortaient, donc en septembre ils rentraient en apprentissage et l'organisme, le calendrier des formations en apprentissage était calé sur ce temps-là. Aujourd'hui, n'importe quel CFA, alors dans les médias on parle d'entrée-sortie permanente, l'appellation est un peu trompeuse, mais n'importe quel CFA peut ouvrir une session de formation à n'importe quel moment de l'année, à la condition, effectivement, après, de bien organiser les examens en lien avec l'éducation nationale pour les diplômes. Mais un CFA peut mettre en place une action de formation qui débutera au mois de février ou au mois d'octobre ou en juillet, en fonction des besoins, parce qu'en plus, ça s'adresse à ce public qui n'est plus un public de formation initiale. Peut-être répondre à Douvre et Sabine sur est-ce qu'ils devront toujours payer la CVEC? Alors peut-être expliquer ce qu'est la CVEC. Si on pouvait avoir déjà de votre part, pour ne pas me tromper, le sigle CVEC, ce qu'il veut dire. La cotisation de vie étudiant ou c'est quelque chose comme ça? Alors, je le mentionne, l'apprentissage est gratuit. Il est gratuit. C'est-à-dire que en fait, normalement, un CFA ne peut pas exiger de frais de gestion ou quoi que ce soit de la part d'un apprenti. Il y a une seule exception, c'est effectivement pour les formations supérieures universités. Voilà, ces cotisations-là, donc doivent, une université peut les exiger, c'est effectivement les contributions à la vie d'étudiant. Il y a eu un arbitrage entre la DGFP et l'Éducation nationale et Bercy. On avait prôné le principe de la gratuité, mais compte tenu effectivement qu'ils rentrent dans le cadre de la vie étudiante, même si ce sont des salariés, cette cotisation peut leur être demandée. Ce n'est pas une obligation, mais elle peut leur être demandée. D'autres questions sur le public?
Si pas de questions, on va pouvoir poursuivre. Alors on va aborder un petit peu la partie financement parce que si la réforme a touché la gouvernance, a libéralisé l'offre, a modifié les modalités, elle est venue remettre en cause le financement intérieur qui était un financement réglementé, les régions déterminant quel était le coût de prise en charge pour chaque apprenti, c'était un mode subvention. Aujourd'hui, et c'est une des principales évolutions de cette loi, on met l'apprentissage dans la logique du marché et de la loi de l'offre et de la demande. On est sur une logique de coût au contrat. Un CFA sera payé en fonction du nombre d'apprentis qu'il va avoir. Donc, en arrivant sur le financement, je reviens sur l'économie globale d'abord de ce qu'est un contrat d'apprentissage. C'est un contrat de travail, c'est un contrat de travail dans une relation triangulaire contrat de travail entre le jeune et une entreprise. C'est important. Un contrat de travail qui peut être un CDD ou un CDI. Important aussi, si c'est un CDD, le contrat de travail, il peut y avoir plusieurs CDD au profit d'un même jeune en apprentissage et même dans la même entreprise parce que l'objet n'est pas le même. Un contrat d'apprentissage a un objet, c'est l'acquisition d'une qualification professionnelle. Si l'acquisition, c'est le bac pro, très bien. On veut faire après un BTS, la fiche de poste change, le référentiel change. On peut mettre en place un contrat d'apprentissage BTS dans la foulée, ou un autre encore après, ultérieurement, du moment qu'on suit les évolutions en la matière. Donc un contrat de travail, une convention de formation entre un CFA et une entreprise qui précise les modalités et qui précise les modalités financières. J'y viens. Et enfin un jeune qui s'inscrit dans le CFA, ce qui nous donne la relation triangulaire que nous avons en la matière. Donc c'est la convention de formation qui va déterminer les niveaux de prise en charge. Alors en la matière, plusieurs choses. Avant d'arriver sur comment est financé l'apprentissage, c'est un CFA a une obligation d'une comptabilité analytique spécifique. Comme c'est un acteur économique à part entière et qu'on est sorti du mode subvention, il lui appartient de déterminer quel est le prix, le coût pédagogique, le prix de vente sur lequel qu'il va tarifer à l'entreprise, sur la base de ses coûts qui figurent dans sa comptabilité. Après, il y a une prise en charge. Cette prise en charge, elle est décidée par France Compétences en lien avec les branches professionnelles, c'est les branches qui proposent. Les branches, en fait, ont dû identifier dans les métiers dont elles avaient besoin, quelles étaient les actions de formation, les diplômes, les titres qu'ils voulaient bien financer. Et pour chacune d'entre elles, on proposait un niveau de prise en charge qui sera payé par l'OPCO. Là-dessus, France Compétences, parce qu'il était hors de question qu'on ait des variations majeures entre ces éléments-là, a écarté, si on le veut, tout ce qui était excessivement bas, tout ce qui était excessivement haut, et a déterminé un coût pivot avec une fourchette de plus ou moins 10%, et tout ce qui rentrait dans ce montant, dans cette fourchette, a été validé. Les autres ont été obligés de revenir et de faire d'autres propositions, suite à quoi on a eu un tableau de France Compétences qui est paru l'année dernière au mois de septembre, qui a validé par branche professionnelle les propositions qui avaient été faites par les branches en tant que telles pour des diplômes et des titres. Cela étant, certaines propositions n'ont pas été retenues et par ailleurs, France Compétences s'est rendu compte que 48 formations dispensées en 2017 et 2018 en apprentissage n'avaient fait l'objet d'aucune remontée de branche professionnelle. Ça, c'est l'objet du décret de carence du mois de septembre aussi l'année dernière, qui vient compléter le tableau de France Compétences. Lorsqu'il n'y a pas de niveau de prise en charge décidé par une branche, il faut se référer à ce décret de carence qui peut déterminer un niveau de prise en charge. Enfin, ce décret de carence détermine aussi, parce que toutes les branches ne sont pas positionnées, tous les titres ne figurent pas en apprentissage, ni tous les diplômes. Ça ne veut pas dire, et c'est l'objet de la loi justement, c'est de permettre de répondre aux besoins des entreprises et qu'un CFA s'y place. Donc, pour un titre ou un diplôme qui ne serait pas identifié, dans le décret de carence, et c'est l'annexe 1, il y a ce qu'on appelle un coût de lancement, ce qui permet à un CFA qui voudrait ouvrir un diplôme qui n'existe pas, de savoir qu'il va être payé sur cette base-là, avec après, à charge à lui de prendre contact avec l'OPCO. L'OPCO va saisir la branche professionnelle qui va se rapprocher de France Compétences pour déterminer d'un prix. Mais il y a déjà un financement qui est assuré à minima en la matière. Donc, en la matière, en 2020 maintenant c'est simple, tous les contrats d'apprentissage qui sont signés sont des contrats d'apprentissage où le coût
va être déterminé par la branche professionnelle en lien avec France Compétences et donc figure dessus. Donc si on revient sur, et on peut rester sur cette diapo, sur la convention de formation, en tant que telle, dans les dispositions financières, on va retrouver trois choses. La première, c'est le prix de facturation du coût pédagogique. La deuxième, c'est le montant de prise en charge décidé par la branche professionnelle dont relève l'entreprise et potentiellement un éventuel reste à charge, un éventuel coût à facturer à l'employeur pour équilibrer effectivement le modèle. Avez-vous des questions? Peut-être une question, on a une de Bastide qui s'interroge sur est-ce qu'un salarié de moins de 29 ans, en CDD ou en CDI, dans une entreprise, peut-il suivre une formation en apprentissage? Alors, pour un salarié de moins de 29 ans qui est déjà salarié dans une entreprise, le dispositif dans la réforme qui s'appelle Contrat Pro A répond à cette question. Après, il peut suspendre, c'est prévu par la loi aussi, son contrat de travail pour mettre en place un contrat d'apprentissage en la matière. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Bastide? Si je reste sur l'aspect financier, il y a donc les modalités de financement qui sont déterminées par les branches. Le coût est déterminé donc pour une durée de 2 ans, c'est-à-dire que jusqu'à fin 2021, tous les contrats d'apprentissage seront financés sur la base des coûts qui ont été déterminés sur ces tableaux et on recommence les discussions l'année prochaine. Mais ces coûts resteront applicables pour la durée du contrat d'apprentissage. À ces coûts de financement, les branches professionnelles décident aussi de ce qu'on appelle des frais annexes. Les frais annexes, c'est les aides aux apprentis. Être en contrat d'apprentissage, ça peut avoir des incidences. Alors, la région des Pays de la Loire avait un dispositif très dynamique en la matière, qui n'a pas été repris totalement dans la loi. Les frais annexes, ça concerne les frais d'hébergement de l'apprenti quand il est en CFA, les frais de restauration, les frais de premier équipement pédagogique, et enfin, la mobilité à l'international. Concernant les frais d'hébergement et de restauration, ils sont plafonnés dans les textes légaux. C'est maximum 3 € par repas et 6 € par nuitée. Tous les OPCO, toutes les branches professionnelles se sont placées sur ces plafonds-là, donc il y a une uniformité d'action. Et donc un CFA qui prend en charge, alors c'est la condition sine qua non, il n'y a pas d'aide directe aux jeunes, c'est le CFA qui fait l'avance et qui se fait rembourser par l'OPCO. Donc, soit il le supporte directement, c'est le cas où il a une cantine ou un internat, soit il le supporte indirectement, il a passé une convention avec un professionnel de la restauration, ou avec un bailleur, un FJT, un foyer jeune travailleur, ou un professionnel, bon, enfin voilà, et il prendra en charge 6 € pour les nuitées. Concernant les frais de premier équipement pédagogique, là, c'est chaque branche professionnelle via l'OPCO qui les décide. Il y a un plafond maximum qui est fixé dans la loi qui est de 500 €. Donc réglementairement, ça ne peut pas être plus de 500. Ce sont des dépenses qui sont supportées encore une fois par le CFA. Ce sont les livres scolaires. Après, à chaque fois que je suis en réunion, tout le monde pense, grâce à la télé, à la mallette de couteau de cuisine pour les métiers de la restauration. Voilà. À ceci près, je le précise, les équipements de protection individuelle, les EPI, sont à la charge de l'employeur. Ils ne sont pas à la charge du CFA, ce n'est pas des frais de premier équipement pédagogique. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Il faut que le CFA se rapproche de l'OPCO pour savoir quelle est la nature des dépenses qu'il veut bien prendre en la matière, étant précisé sur ces trois-là qu'à chaque fois, c'est sur la base de justificatifs. On a une question de Langlois sur comment ça se passe pour le service public, commune, etc., pour les frais annexes et surtout pour les frais de formation. Ok. Alors, c'est la diapo d'après, mais je vais la faire tout de suite. On peut voilà, et je reviendrai, il reste encore une. Voilà. Dans le cadre de la réforme, les discussions ont été menées tambour battant et il n'y a pas eu de disposition prévue spécifiquement pour le secteur public. La question que vous posez est celle du financement de l'apprentissage dans le secteur public. Malgré tout, en Pays de la Loire, sur le nombre de contrats que nous avons en cours, et pas enregistrés mais en cours, il y en a qui est plus important, nous avions en 2019 2500
contrats d'apprentissage avec des employeurs publics. Donc pour faire le point sur les contrats d'apprentissage secteur public, de deux choses l'une, où il s'agit d'une collectivité locale, et pour elle, pour les contrats qui sont signés à partir de ce 1er janvier 2020, il y aura un financement du CNFPT à hauteur de 50%, de 50% sur le coût pédagogique. On attend le texte qui va déterminer les modalités de prise en charge exacte, comment est déterminé le coût, quels sont les plafonds s'il y en a. Un projet de décret est en cours, il doit passer devant le Conseil d'État. Donc les collectivités locales auront une prise en charge de 50% du coût pédagogique. Pour les autres administrations, les coûts liés à l'apprentissage sont à la charge de l'employeur public en totalité, pédagogique et frais annexes en la matière. L'employeur supporte la totalité de ses dépenses. Cela étant, malgré ça, un courrier du Premier ministre a donné injonction aux administrations de continuer à embaucher en apprentissage et leur a donné des objectifs revus même à la hausse. Petit pendant, par le passé, il y avait une obligation de majoration de la rémunération des apprentis dans le secteur public. La loi du 6 août qui prévoit donc le financement par le CNFPT, donc la loi sur la transformation de la fonction publique, a mis fin à l'obligation de majoration des apprentis dans le secteur public. Alors c'est pas obligatoire, après un employeur public peut toujours payer plus, mais donc pas de disposition particulière en matière d'apprentissage dans le secteur public, employeur public. Pour les collectivités, 50% du coût pédagogique. Les frais annexes, on n'en sait pas plus à ce stade, on attend des précisions dans le décret, c'est pas prévu dans la loi du 6 août en tout cas. Alors Langlois, n'hésitez pas à nous dire si la réponse à la question répond à votre question. Cécile Laval remarque que les frais annexes sur les frais d'hébergement et restauration ne sont pas pris en charge si le CFA n'a pas de cantine ou d'internat au sein de son centre. Non, c'est de deux choses l'une. C'est pour ça que je disais pas d'aide directe aux jeunes et la dépense doit être supportée directement ou indirectement par le CFA. Donc pour les frais d'hébergement et de restauration, porter directement, c'est bien le cas où le CFA a un internat et une cantine, mais après un CFA peut passer une convention en matière de restauration avec le restaurant qui se trouve au coin de la rue, quand bien même ça serait un kebab, en disant si le jeune se présente et qu'il avec cette carte-là, merci de lui retirer 3 € de la facture, vous me la facturez à la fin du mois, moi je vous paierai et je vous me ferai rembourser par l'OPCO. Idem pour tout ce qui est hébergement, il peut passer avec un foyer jeune travailleur, avec l'AFPA, avec un hôtel, une convention en disant le prix de la nuitée est à facturer de 6 € en moins. Pour le jeune, c'est 6 €, vous me les facturez à moi. Le CFA paye et en fonction des modalités de remboursement prévues par l'OPCO, se fait rembourser par ce dernier sur les montants de 3 et 6 € maximum. Est-ce que vous souhaitez du coup revenir sur la partie OPCO Alors rapidement pour finir sur les frais annexes, puisqu'il y en a un quatrième, c'est la mobilité à l'international. Dans la loi et dans la volonté du législateur, on souhaite encourager la mobilité, les découvertes à l'étranger, sachant que par ailleurs, pour des diplômes d'enseignement supérieur, de niveau Master 2 notamment, ou Bachelor, c'est quasiment devenu obligatoire en la matière. Alors, là, c'est aux branches professionnelles de se positionner et de dire ce qu'elles financeront ou ne financeront pas. C'est un peu nouveau et les délibérations qui ont été prises ne sont pas toutes à la hauteur de ce qui était attendu et il y a des confusions. Concrètement, ce que cela pourrait être, et il faut là que certaines reprennent leur délibération, mais c'est au cas par cas et dans chaque OPCO, ça peut être différent et pour chaque branche aussi. Il faut distinguer dans un premier temps si la période à l'international est supérieure ou inférieure à 4 semaines. Si c'est inférieur à 4 semaines, déjà il y aura une convention dans les deux cas assignée à 4, l'employeur français, l'employeur étranger ou l'organisme de formation étranger, le CFA et le jeune et ou son représentant légal. Mais le jeune est couvert parce que l'employeur va mettre en place une convention de mise à disposition. Donc le contrat de travail continue à s'exécuter, le jeune est payé. Là-dessus, pas de souci. Pour si c'est supérieur à 4 semaines,
l'employeur n'a aucune obligation de signer une convention de mise à disposition. On considère que le contrat de travail est suspendu pendant le séjour à l'étranger. Puisque c'est supérieur à 4 semaines, l'employeur ne peut ne pas avoir à supporter ça. Le jeune, toujours dans le cadre de cette convention, aura le statut afférent dans le pays où il va. Donc de deux choses l'une, où il est salarié, il sera payé en fonction de la réglementation en vigueur du pays, où il ne l'est pas, et s'il ne l'est pas, parce qu'il est hors de question d'envoyer des jeunes sans protection sociale, c'est le centre de formation d'apprentis qui devra assurer la couverture sociale de ce jeune. Mais vous voyez, au travers de ces deux cas, la mobilité internationale, ça peut occasionner des frais. Un, du référent mobilité au sein du CFA, c'est le quatrième référent qui est obligatoire, favoriser la mobilité. Deux, les frais de déplacement et d'hébergement. Et trois, le jeune peut se retrouver avec une baisse, voire une disparition de sa rémunération. Les branches, via leur OPCO, doivent déterminer quelles sont les dépenses qu'ils prennent en compte dans ce cadre-là, et pouvant même aller jusqu'à compenser une moindre rémunération. En la matière, ça n'a pas été jusque-là, et un guide est en train d'être élaboré au niveau de la DGFP avec les branches professionnelles pour expliquer les bonnes pratiques ou ce qui pourrait être fait en la matière. Voilà pour les frais annexes et les nouveautés de la réforme en matière de financement. Je serai totalement exhaustif parce que c'est une question qui vient assez souvent quand je rencontre des organismes de formation qui veulent devenir CFA ou des CFA. Là, on était sur la partie pédagogique. En matière d'investissement, il y a aujourd'hui 3 acteurs qui peuvent financer des projets d'investissement dans le CFA. Tout d'abord, le Conseil régional a gardé la compétence en matière d'investissement. Cela étant, la région des Pays de la Loire, du fait de son dynamisme, a déjà pris des engagements sur plusieurs années. Donc une approche est nécessaire, mais pour l'instant, c'est pas certain qu'il puisse se positionner dans l'attente déjà du règlement de ce qui est fait. Par ailleurs, les OPCO, sur la part de leurs fonds libres, peuvent financer de l'investissement, et les branches professionnelles ont aussi des crédits qui peuvent être dédiés à l'investissement. Cela étant, la formation en apprentissage, pour la partie théorique, elle peut s'organiser de 3 façons. Elle est soit en face-à-face pédagogique, soit en formation ouverte à distance, les FOAD, mais elle peut aussi avoir lieu sur un plateau technique qui serait mis à disposition par une entreprise, le CFA venant avec son équipe pédagogique et les jeunes pour bénéficier du plateau technique. C'est un moyen à utiliser, à développer pour aussi avoir, une économie d'investissement, et deux, un matériel adéquat et de dernière nouveauté souvent par rapport à d'autres choses, et ça c'est important de l'avoir en la matière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la partie financement ? On vous a remis dans le support l'ensemble de la nomenclature des OPCO également et la répartition des branches. Alors, pour être bien clair, donc les OPCO, les opérateurs de compétences, se substituent aux OPCA d'hier. Il n'y a plus que 11 OPCO par rapport aux 23, je crois, OPCA qu'il y avait avant la réforme. C'est important, à côté de chaque OPCO, où j'ai écrit à peu près les items, on a indiqué le nombre de branches qu'il pouvait y avoir. Je vous l'ai dit, les niveaux de prise en charge sont déterminés par les branches. Sur des formations support type assistante, commerciale, comptable, un CFA peut avoir, sur une classe de 20 personnes, 20 coûts différents de prise en charge, puisque 20 branches différentes potentiellement. Donc on a vu la partie pour le service public. Du coup, un accompagnement et des conditions de réussite renforcées, comment c'est mis en place donc, par cette nouvelle réforme? Alors, la réforme a chamboulé aussi toutes les modalités de gestion de la relation pédagogique. Tout d'abord, hier, pour rentrer en apprentissage, il fallait absolument avoir un employeur. Tant qu'on n'avait pas d'employeur, on ne pouvait pas commencer la formation. Cette obligation était
source de tension, de retard, de difficultés pour des jeunes. Aujourd'hui, un CFA qui identifierait un potentiel chez un jeune, mais qui n'a pas encore d'employeur, peut dire bah, ok, tu commences les cours, j'ai l'obligation, parce que ça fait partie des 14 obligations du centre de formation d'apprentis, je vais t'aider à trouver un employeur, ou tu vas en trouver un, mais on va trouver un employeur, mais tu ne prends pas de retard dans l'exécution du programme théorique. Et tu commences avec tout le monde, à la bonne date, et le CFA sera payé à la condition qu'un contrat d'apprentissage soit signé dans les 3 mois qui suivent le début de la formation. Si ce n'est pas le cas, ça sera à la charge du CFA ou dans la relation financière qu'il établira avec le jeune. Autre élément, hier, un jeune voyait son contrat de travail rompu d'apprentissage. Il ne pouvait plus suivre la formation. Il n'avait plus d'employeur, il ne pouvait plus suivre. Aujourd'hui, la loi a mis en place ce que l'on pourrait appeler une garantie de formation, le CFA. À partir du moment où le jeune souhaite poursuivre la formation, parce qu'il pourrait y avoir le cas de je suis apprenti dans la boulangerie, enfin non, ça ne me plaît plus du tout, j'arrête. On ne peut pas l'obliger à continuer à suivre la formation dans ce cas-là. Mais si le jeune souhaite la poursuivre, le centre de formation d'apprentis a l'obligation de lui permettre de suivre les cours qui sont dispensés normalement, de l'aider à trouver un nouvel employeur, mais le jeune ne se voit pas exclu des cours et le CFA sera payé sur la base du coût de prise en charge de l'ancien employeur par l'OPCO. Donc ça, c'est vraiment des éléments de garantie qui ont été mis en place. J'en profite, je fais un petit point sur les ruptures du contrat d'apprentissage, parce que j'ai pas de diapo dessus, mais on parle dans tous les sens sinon. Le contrat de travail d'apprentissage peut être rompu de 3 façons. Si l'on veut, d'abord une rupture à l'amiable entre les deux parties, l'employeur et le jeune. Il est convenu d'un commun accord de mettre fin à. Ok. L'employeur, lui, deuxième cas, a 3 cas où il peut rompre le contrat de travail. D'abord pendant la période d'essai, c'est 45 jours hors temps CFA. Donc c'est du temps ouvré entreprise. Après, il peut rompre le contrat de travail pour motif disciplinaire, faute lourde, faute grave, ou, dernier cas, pour motif économique. La loi a introduit concernant le jeune une nouveauté, parce que passer la rupture à l'amiable et un cas que je vais citer après, le jeune devait aller jusqu'au bout avec l'employeur. La loi permet à un jeune de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage de sa propre initiative en s'adressant au préalable à un médiateur. Et une fois que cette démarche est réalisée, il pourra mettre fin au contrat d'apprentissage unilatéralement. Alors les médiateurs n'ont pas encore été installés, c'est les chambres consulaires qui doivent le faire, mais en l'absence d'installation de ces derniers, on ne peut pas priver un jeune de cette possibilité, et donc ils ont déjà la possibilité de rompre unilatéralement le contrat. Dernier cas où le jeune peut rompre, alors un contrat d'apprentissage, il peut commencer 3 mois avant le début de la formation, il peut se terminer 2 mois après le passage des examens. Au cas où le jeune a réussi les examens, il a le droit de rompre unilatéralement le contrat, le principe de l'alternance n'ayant plus vocation à, c'était le dernier cas. Donc voilà, à ce stade, les modalités. Donc on doit avoir un taux d'abandon, non pas de rupture, mais un taux d'abandon des formations qui, de par la réforme, doit diminuer en ce sens. Autre élément qui vont aussi dans l'accompagnement, on ne figure pas dans la diapo, un CFA, compte tenu de la nature du public et du profil du public qu'il a en face de lui, peut adapter l'action et le contenu de la formation. Soit en réduisant, et ça se faisait déjà par le passé, la durée du contrat d'apprentissage, c'est l'exemple du CAP boulanger-pâtissier. Celui qui a un CAP boulanger, s'il veut faire le CAP de pâtissier d'1 an, il va s'ennuyer. Il y a des opérations de tronc commun. Il peut réduire, dans l'intérêt du jeune et compte tenu de son profil et de son expérience, l'action à 6 mois. On peut aussi ajouter des modules. Par contre, si on voit que le jeune a des difficultés, des lacunes, ça peut être le cas aussi pour une personne reconnue travailleur handicapé, il faut peut-être plus de temps, ou une personne qui ne maîtrise pas la langue française, on se dit que le contrat, normalement la formation c'est 1 an, on pouvait l'amener à 2 ans, ou à 14 mois, 16 mois, on l'adapte en fonction du profil du jeune. Alors on a juste des petites remarques sur SFIMO, est-ce que c'est devenu ACTO?
Alors, j'ai pas le. Alors, le problème de SFIMO, est-ce que SFIMO est devenu Acto? La difficulté, c'est que il y a des branches qui ont été rattachées à des OPCO, et on pourrait croire historiques, et d'autres à l'intérieur d'un OPCA d'hier qui sont rattachés à un autre OPCO. Donc, je ne répondrai pas à cette question en tant que telle. Une autre question sur le public justement, et si un jeune est en rupture de contrat et qui n'a pas 16 ans, est-ce qu'on peut lui proposer des stages d'essai en entreprise? Ceci pourrait faciliter la recherche d'une entreprise acceptant de s'engager sur 2 ou 3 ans. Alors, que ça soit pour les 3 mois dont je vais parler tout à l'heure, ou ce qu'on appelle les rupturants, hein, ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, ils ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle non indemnisée. À partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'ils suivent les cours, le CFA peut mettre en place des conventions de stage avec des entreprises pour permettre la rencontre des volontés, s'assurer qu'il a bien le niveau et le potentiel. Alors, pas des conventions de stage de 15 jours, hein, parce qu'a priori, si en plus il a rompu, c'est qu'il savait, mais pour se faire une idée, et après signer le contrat d'apprentissage. Donc oui, il est possible de signer des conventions de stage parce que le jeune a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Alors, autant précise pour la partie Acto, le coût des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre. Oui. Je pourrais y répondre ultérieurement parce que j'ai le détail exact de chaque OPCO, j'ai pas la liste ici en tête. Alors pour le public, on a fait le point sur le financement également. Peut-être un point sur les principales. On a vu les principales missions d'un CFA. Oui. Les principales mesures pour les jeunes et les employeurs, on l'a évoqué également un petit peu rapidement, mais peut-être si vous souhaitez refaire un petit point dessus. Rapidement, donc avec la réforme, on a augmenté le minimum de rémunération des apprentis de 16 à 20 ans de 30 euros. Dans les aides, c'est une motivation qui peut être réelle pour un jeune. Tout apprenti de plus de 18 ans peut se voir accorder une aide de l'État pour l'acquisition de son permis de conduire. C'est une aide de 500 euros. C'est le centre de formation, le CFA, qui met en place le dossier, qui fait l'avance et c'est remboursé par l'ASP en la matière. Et je précise tout de suite parce que c'est une question qu'on pose souvent, il n'y a pas de condition de ressources concernant l'apprenti. On l'a dit, maintien de la formation en cas de rupture, ce qui était vraiment un phénomène bloquant. On peut adapter la durée de la formation en fonction du profil du candidat. On peut, en cas d'échec à l'examen, leur faire un avenant pour prolonger. Et au niveau national a été mis en place un dispositif prépa-apprentissage, c'est-à-dire à destination des jeunes les moins qualifiés. L'idée étant de travailler sur leur projet professionnel, leur faire découvrir les métiers qui peuvent donner lieu à un contrat d'apprentissage et idéalement, pour des jeunes qui sont souvent en déshérence, conclure effectivement une formation par apprentissage qui lui permet d'avoir une partie pratique, d'avoir le contact réel avec l'entreprise et d'acquérir une qualification à l'issue, donc un dispositif prépa-apprentissage. Pour les entreprises, parce qu'on parle des jeunes, mais les entreprises aussi, c'est les partenaires sociaux qui décident des coûts, contrats, on l'a dit. Hein. Sachez que les partenaires sociaux, dans les décisions qu'ils ont prises, 75% des nouveaux niveaux de prise en charge décidés sont plus favorables que les coûts d'e-région, d'hier. Un employeur peut aussi se voir accorder une aide à l'embauche pour les apprentis, c'est ce qu'on appelle l'aide unique. Avec la réforme, avant il y avait 4 aides. Globalement, c'était beaucoup de démarches administratives et un peu complexes à maîtriser. La réforme est venue simplifier tout ça, il n'y en a plus qu'une. On l'a massifiée aussi, elle a un niveau de 4 200 € pour la première année, 2 000 € pour la deuxième et 1 200 et quelques pour la troisième. Cela étant, on a voulu, et c'est un des enjeux qu'on a en France, on a une population jeune qui est peu ou qualifiée. Donc, cette aide, elle est réservée aux contrats d'apprentissage préparant à une qualification de niveau bac ou infra-bac, et pour les entreprises de moins de 250 salariés. Enfin, dans la réforme, on a aussi modifié plusieurs dispositions du Code du travail sur le travail des mineurs
pour faciliter leur intégration, certains nous disant, mais en fait, l'apprenti n'a pas le même horaire collectif que le salarié lambda. Quand on veut faire les déplacés sur les chantiers, le vendredi après-midi, on est coincé, parce qu'il faut respecter 35 heures, 39 heures. Ces éléments-là ont été revus dans le cadre de la réglementation. Une question de Stéphanie sur qu'en est-il du fonds social apprenti? Alors, la réponse est presque dans mon propos sur les frais annexes. Je n'ai pas abordé le fonds social apprenti, qui est un dispositif région. Il n'y a pas d'aide financière aux jeunes. On travaille avec, cela étant, avec Action Logement, parce que au niveau d'Action Logement, ils ont des aides pour les apprentis, des aides à la mobilité et des aides au logement. Mais il n'y a plus de FSA, qui est le terme technique effectivement pour la région des Pays de la Loire. On a parlé un petit peu au début de cette intervention sur le handicap. Est-ce qu'il y a certains points encore à préciser? Alors oui, on l'a dit, la possibilité de majorer, d'adapter la durée du contrat. Un contrat d'apprentissage, c'est 6 mois minimum, c'est 3 ans maximum, mais pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, on peut aller jusqu'à 4 ans. Sur les coûts de prise en charge décidés par les branches, le coût de prise en charge, c'est les branches qui le décident, mais peut être majoré jusqu'à 50% pour les personnes handicapées. Ce texte va changer. On attend un texte courant deuxième trimestre début. Des associations de parents d'enfants handicapés craignant que toutes les branches ne se positionnent pas sur cette majoration. On va rentrer dans un système où, en fonction de la nature et du type du handicap, il y aura obligatoirement une majoration qui sera déterminée en la matière. Les CFA ont l'obligation de mettre en place des référents travailleurs handicapés. Alors pour ceux de la région des Pays de la Loire, historique, ce n'est pas une nouveauté, le Conseil régional avait déjà été dans ce sens-là. Tout ceci est destiné à travailler sur l'amélioration de l'accessibilité des personnes reconnues travailleurs handicapés. Il y a des aides de la GFIP, et pour la fonction publique, il y a des aides du FIPHFP, Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, qui sont importantes en la matière et qui touchent à la fois le coût pédagogique et les frais annexes qui peuvent être associés. Donc il nous reste moins de 10 minutes. Est-ce qu'il y a des textes réglementaires à venir importants et à suivre? Alors on en attend encore plusieurs, on en a parlé sur notamment le handicap, mais les plus importants qui sont attendus concernent la rémunération. La rémunération des apprentis est assez complexe à gérer. Et donc il va y avoir un décret qu'on appelle deux décrets d'ailleurs de toilettage du Code du travail qui va mettre à jour et préciser ces éléments où on y perd un peu son latin si on n'est pas spécialiste en la matière. Je profite de ce propos, c'est une incidence de la réforme. Hier, les contrats d'apprentissage étaient enregistrés par les chambres consulaires, et quand on dit enregistrement, ça veut dire qu'il y avait un contrôle. Depuis le 1er janvier, ce sont les OPCO, en fonction de la branche dont dépend l'entreprise, qui donnent un numéro de dépôt. La sémantique est importante. Un numéro de dépôt, ça veut dire que aujourd'hui, un OPCO ne contrôle plus que 4 champs en la matière et que le numéro de dépôt ne vaut pas validation des éléments qui y figurent. On vérifie juste, et c'est l'OPCO qui le vérifie, qu'il s'agit bien d'un diplôme ou d'un titre, qui est l'objet du contrat, que le jeune a bien l'âge pour entrer en contrat d'apprentissage, que l'entreprise a bien déclaré avoir un maître d'apprentissage, mais on ne le contrôle pas à ce stade-là, et parce que la rémunération en matière d'apprentissage est complexe, l'OPCO ne vérifiera que le respect des minimums légaux réglementaires dans le Code du travail en la matière. C'est-à-dire que la rémunération d'un apprenti, elle est déterminée normalement en fonction de l'âge du jeune et de l'année du contrat. Cela étant, il peut y avoir des dispositions de la convention collective plus favorables, il peut y avoir un accord d'entreprise,
Il y a des cas particuliers en cas de succession de contrats d'apprentissage, même dans une autre entreprise, le jeune ne doit pas toucher moins que ce qu'il avait auparavant. Il y a des cas où, par exemple, pour l'acquisition de mentions complémentaires, il y a une majoration de 15 points. Ces éléments-là ne seront pas contrôlés. C'est pour ça que l'on parle de dépôt. Et d'où l'importance de ce toilettage sur la rémunération pour s'y retrouver au mieux. Je pense du coup qu'on en vient de répondre à la question de Langlois, si c'est bien le cas justement sur la vérification des points du contrat d'apprentissage par les OPCO. Alors, pour compléter quand même, alors du coup, le propos, malgré tout, c'est pas le CFA qui doit le contrôler. Et c'est important, souvent les CFA rendent un service aux entreprises et renseigner le CERFA. Le CERFA, c'est le contrat de travail. Au vu de ce que je viens de dire, normal, le CFA peut faire une offre de service, hein, mais la partie rémunération et la partie maître d'apprentissage engagent la responsabilité de l'employeur. Donc là-dessus, il faut laisser l'employeur indiquer les montants, parce que c'est trop compliqué. Par contre, le CFA, lui, dans ses 14 missions, a l'obligation d'informer le jeune sur ses droits et sur ses obligations. Donc, de pouvoir lui dire qu'il ne peut pas percevoir moins que la minimum conventionnel, que s'il avait touché ça avant, il ne peut pas en avoir moins. Enfin, c'est des éléments importants qu'il faut pouvoir travailler avec le jeune. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Que ce soit sur le financement, le public, n'hésitez pas. En attendant, je vous propose de prendre connaissance des prochains webinaires qui seront organisés par le CARIFOREF. Donc vous en avez plusieurs sur le mois de mars, notamment sur le conseil en évolution professionnelle pour les salariés, les métiers de l'industrie, les mardis de Sophie sur la mise à jour de votre fiche établissement sur Sophie. Ensuite, la présentation le 17 mars du nouveau service Rencontre Impro qui sera disponible sur le site Choisir mon métier. Et enfin, un focus sur les métiers de l'agriculture. Pour les questions sur l'apprentissage, n'hésitez pas à contacter la plateforme téléphonique. Des chargés d'information pourront répondre à vos questions. Donc, je vous ai mis le numéro qui est juste ici. Vous avez également accès à l'offre en apprentissage sur les sites Choisir mon métier Pays de la Loire et Pro Choisir mon métier Pays de la Loire. Donc, si vous êtes, si vous dispensez de l'offre en apprentissage, n'hésitez pas à la saisir sur Sophie. Elle sera ensuite visible sur ces deux sites. On mettra également à disposition ce webinaire sur le site pro.choisirmonmétier. Vous aurez également accès au support qui vous a été présenté aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des questions ?